Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Allez, on démarre. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler marketing local pour les entreprises de services. Un sujet vraiment clé. Comment on fait pour rester visible, pour être pertinent près de chez soi? On va explorer ensemble des stratégies concrètes, basées sur des retours d'expérience, pour voir ce qui marche vraiment. Oui, bonjour. On va effectivement regarder de près plusieurs pistes tirées de nos sources. Ça va de la base, la sécurité de la fiche Google Business, jusqu'à l'utilisation des réseaux sociaux, le branding physique aussi, Les camions marqués, les panneaux de jardin, ce genre de choses. c'est ça. Et puis les parrainages, le marketing direct mais bien ciblé, et bien sûr l'implication dans la vie locale, la communauté. D'accord. Donc l'idée, c'est d'en tirer des actions vraiment applicables pour une boîte de services qui veut se développer localement. Alors commençons par ce que tu mentionnais, un point essentiel mais qu'on oublie peut-être, la sécurité de la fiche Google Business. Les sources insistent là-dessus apparemment, hein. Ah oui, c'est un point de départ crucial. La fiche Google Business Profile, la GBP, bon, c'est la vitrine numéro 1 sur le net localement, mais elle est plus vulnérable qu'on ne le pense. Un gros risque qui ressort souvent, c'est carrément le vol de cette fiche. Le vol? Mais comment c'est possible ça? Ça paraît fou. Le mécanisme qui est décrit, il est assez simple en fait. Quelqu'un de mal intentionné va sur la fiche et clique sur revendiquer cet établissement. Ah oui, et là? Et là, Google envoie un email, automatiquement, au propriétaire enregistré, celui qui gère la fiche. Et c'est là que ça devient critique d'être attentif. Et si on voit pas l'email? On est débordé, ça passe dans les spams. Oui, exactement. C'est tout le danger. Les sources le disent et le redisent. Il faut absolument surveiller très régulièrement la boîte mail qui est liée au compte GBP. Parce que si le vrai propriétaire ne répond pas à cet email de demande de transfert, Dans un certain délai, j'imagine. oui, et le délai peut être court, si on ne répond pas, Google peut penser que personne ne s'y oppose et hop, il valide le transfert de propriété à la personne qui a fait la demande, même si elle est frauduleuse. Les conséquences, elles peuvent être terribles. Les sources donnent des exemples concrets de ce qui peut arriver? On perd le contrôle, mais après. Coûteuse, juste pour récupérer sa propre fiche. Imagine le temps perdu. Et pendant ce temps, l'activité tourne. Ou pas. Voilà, on perd le contrôle de l'info en ligne, les horaires, les services, les photos, tout peut être modifié. On peut perdre des clients qui tombent sur des infos fausses ou qui ne trouvent plus l'entreprise et essayer de recréer une fiche à côté. C'est la galère, non? Google aime pas les doublons. Exactement. C'est souvent signalé comme doublon, suspendu, et on perd tout l'historique. Les avis clients, le classement local, les photos accumulées. Un vrai casse-tête qui plombe directement le business. Ok, c'est clair que c'est un risque sérieux. Alors, à part scruter ces mails H24, il y a des solutions, des trucs plus techniques. La vigilance sur les emails, ça reste la base, faut pas la négliger. Mais pour aller plus loin, les agences spécialisées ou même certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle l'APU de Google, l'interface de programmation. L'API, c'est-à-dire? En gros, c'est un moyen pour les logiciels de parler entre eux. Ça permet de donner des ordres spécifiques à Google pour verrouiller la fiche. On peut bloquer certaines modifs importantes ou carrément refuser automatiquement les tentatives de transfert par des tiers. C'est une sécurité technique en plus. Ça remplace pas l'œil humain, mais ça aide. Tout à fait. Ça ajoute une couche de protection importante pour cet outil qui est quand même vital aujourd'hui. Bien noté. Bon, une fois qu'on a sécurisé cette base, on peut passer à la visibilité. Les réseaux sociaux, c'est incontournable, localement aussi, j'imagine. Comment on les utilise bien? C'est fondamental, oui. Parce que les clients ou les futurs clients, ils y sont. Facebook, Instagram, TikTok, X, bon, il faut choisir où être selon sa cible, évidemment. Et un premier truc technique souvent oublié, mais que les sources recommandent, c'est de lier ses profils sociaux à sa fiche Google Business. Ah bon? Et ça sert à quoi concrètement de faire ce lien? C'est doublement intéressant. D'abord, ça aide Google à mieux piger l'ensemble de la présence en ligne de l'entreprise, sa notoriété quoi. Et ensuite, Google peut utiliser ces infos directement. Par exemple, les sources disent que Google peut regarder et parfois même afficher les avis ou les recommandations qui sont sur la page Facebook de l'entreprise. Directement sur la fiche Google. Oui, parfois. Donc ça montre bien l'importance d'être cohérent partout et d'avoir des bons retours sur les plateformes où on est présent. Ça donne plus de poids, plus de crédibilité à la présence en ligne globale. D'accord. Donc, être présent, connecter les comptes et soigner sa réputation partout. Est-ce qu'il faut être sur toutes les plateformes ou choisir?
Pas forcément partout, non. Le plus important, c'est d'être là où sont les clients qu'on vise. Et surtout, les analyses insistent là-dessus, il faut adapter le contenu. Ce qui cartonne sur TikTok, des vidéos courtes punchy. C'est pas du tout ce qu'on met sur Facebook. Exactement. Facebook, c'est peut-être plus la communauté, l'info, Instagram, le visuel. Chaque plateforme a sa culture, ses codes, ses formats. Balancer le même message partout, ça marche rarement. Il faut créer de l'engagement et ça passe par un contenu qui est adapté au réseau et à son public. Les sources donnent des exemples de boîtes locales qui réussissent bien en se concentrant sur un ou deux réseaux clés, mais en y étant très actives et créatives. Ok, adapter le message, c'est le maître mot. Bon, sortons un peu du virtuel. Revenons au terrain. Le branding physique, le marquage des véhicules, les panneaux de jardin, ça compte toujours autant, hein. Ah oui, absolument. L'impact visuel dans le quartier, dans la ville, ça reste primordial. Le marquage des véhicules, le wrapping, c'est souvent cité comme hyper efficace. Il y avait une étude de cas intéressante. Oui, raconte. C'était une entreprise de service qui avait juste des petits logos magnétiques sur ses camionnettes blanches. Et puis ils sont passés à un véhicule entièrement recouvert, wrappé, aux couleurs de la marque. Et alors, ça a changé quoi? Le premier retour immédiat, c'était la perception. Les gens disaient « Ah mais je vois vos camions partout !» alors qu'au début, il n'y en avait peut-être qu'un ou deux de plus. L'effet présence. C'est ça. Et plus concrètement, cette boîte estimait qu'environ 11% de son chiffre d'affaires venait, directement ou indirectement, de cette visibilité des véhicules. Les gens voient le camion, mémorisent le nom, le look et cherchent l'entreprise après. C'est de la pub mobile en continu. C'est puissant, mais j'imagine que le design doit être réussi pour que ça marche. Faut pas faire n'importe quoi. Ah, les sources insistent énormément là-dessus. Bon, évidemment, il faut que ça soit pro, cohérent avec la marque, mais le critère numéro 1, c'est la lisibilité, à distance et en mouvement. Ah oui, pas juste joli de près. Exactement. Trop de designs sont sympas quand on a le nez dessus, mais dès que le camion roule ou qu'on est à 20 mètres, on lit plus rien. Les erreurs classiques, hein. Des polices trop compliquées, trop fines, pas assez de contraste entre le texte et le fond, trop d'infos. Faut faire simple, clair. Un nom, un contact ou le site web, bien visible. Clarté avant tout. C'est noté. Et dans le même esprit, il y a les panneaux de jardin, les yard signs. Comment on s'y prend pour que ce soit efficace? Oui, les panneaux de jardin, c'est vu comme une tactique pas chère pour marquer sa présence dans des zones précises. La stratégie qui est décrite, c'est d'abord et toujours demander la permission au client après un boulot bien fait. On plante pas ça comme ça. Surtout pas, hein. Et pour motiver le client à accepter, on peut proposer un petit truc en plus. Par exemple, l'inscrire à un tirage au sort chaque mois pour gagner un petit cadeau ou un service. Malin. Et une fois que le panneau est posé, on le laisse pour toujours. Non, justement, c'est un point important. Il est conseillé de demander au client « ça vous va si on le laisse une semaine, 2 semaines, un mois ?» Faut être clair pour éviter les malentendus ou que le panneau reste là des mois. On note la date de retrait prévue. Et une autre astuce mentionnée, c'est de demander à des amis ou des connaissances, même s'ils ne sont pas clients, s'ils accepteraient un panneau dans leur jardin, dans un quartier qu'on cible. Ça élargit la visibilité. Et là encore, comme pour les camions, lisibilité, cohérence avec la marque. Le panneau doit rappeler le camion. Une suggestion intéressante aussi, c'est de mettre en gros le site web plutôt que juste le numéro de téléphone. Ah oui, pourquoi? C'est souvent plus facile à retenir vite fait ou à prendre en photo. Ça renvoie vers plein d'infos et surtout, ça permet de mieux suivre d'où viennent les contacts via les stats du site web. On sait si les gens viennent des panneaux ou pas. Mettre le site web en avant, bonne idée pour mesurer. Une autre façon de faire travailler les clients contents, c'est le bouche à oreille. On peut le structurer avec un programme de parrainage, non? Oui, tout à fait. Le parrainage, c'est classique, mais ça marche toujours pour transformer un client satisfait en ambassadeur. L'idée de base est simple, on récompense le client actuel, le parrain, pour chaque nouveau client qu'il nous amène. Et on récompense comment? Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, ça dépend du secteur. Pour des services réguliers, comme de l'entretien ou de la réparation, un truc courant, c'est d'offrir une petite somme, genre 20 ou 30 euros. Soit en réduction sur la prochaine facture du parrain, soit cash, soit un bon d'achat. Faut que ça soit simple. Et pour des plus gros contrats, genre installation de clim ou de chauffage? Là, les récompenses peuvent être bien plus importantes, oui, plusieurs centaines d'euros parfois, parce que la valeur du nouveau client est beaucoup plus élevée. L'essentiel, c'est d'adapter la récompense à la valeur du service et à la marge qu'on a. Mais le principe est puissant, c'est un investissement marketing hyper rentable parce qu'il s'appuie sur la confiance. On investit pour booster une recommandation qui serait peut-être venue toute seule, mais on la rend plus probable et on la mesure. D'accord. Parlons maintenant du marketing direct.
Le bon vieux courrier postal, ça a encore sa place aujourd'hui? Alors, les retours sont assez mitigés pour le courrier envoyé en masse, aux particuliers, aux propriétaires. Le retour sur investissement est souvent jugé faible, ou en tout cas difficile à calculer pour cette cible très large, Donc on oublie le courrier. régulièrement. Quel genre de professionnel? Les deux exemples qui reviennent tout le temps, ce sont les agents immobiliers et les gestionnaires de biens, les property managers. Et pourquoi eux spécifiquement? La logique est simple. Un agent immobilier, il peut te recommander à chaque fois qu'il vend une maison ou un appart. Un gestionnaire de biens, il gère plein de logements, il a tout le temps besoin de services de maintenance, de réparation. Il peut devenir un client fidèle ou te recommander aux proprios et aux locataires. C'est un potentiel de business récurrent énorme. Beaucoup plus qu'un particulier pris au hasard. Voilà. Et la clé du succès, c'est la personnalisation. Le message pour un agent IMO, aide à la vente, service pour les nouveaux arrivants, sera pas le même que pour un gestionnaire, fiabilité, rapidité d'intervention. Et pour que ça soit facile de répondre, on recommande d'ajouter des QR codes sur le courrier. Un coup de smartphone et hop, ils sont sur le site, sur un formulaire ou ça lance un appel. C'est immédiat et traçable. Une approche chirurgicale du courrier donc. Ok. Pour finir, les sources parlent aussi beaucoup de l'ancrage local, de s'impliquer dans la vie de quartier, la communauté. C'est juste être présent aux fêtes locales. Ça va plus loin que la simple présence. Oui. Les stratégies suggérées, c'est par exemple d'insérer des offres, des petites pubs ciblées dans les newsletters des associations de propriétaires, si ça existe dans le coin, ou de sponsoriser le bulletin d'info local, un événement sportif du quartier. Ça donne une bonne visibilité et un capital sympathie. Est-ce qu'il y a un exemple concret de l'impact que ça peut avoir? Oui, il y a un cas intéressant qui est raconté. C'est l'histoire d'un électricien qui est devenu la référence dans une grande résidence pour seniors. Comment il a fait? Oui. Son point d'entrée, ça a été de décrocher le contrat pour l'entretien de l'éclairage des parties communes. Du coup, il était souvent sur place, les gens voyaient ses camions bien marqués, son travail était bon. Le bouche à oreille a fait le reste au sein de la résidence. Les résidents ont commencé à l'appeler pour eux? Exactement. Il est devenu l'électricien de la résidence. C'est un super exemple de comment une implication ciblée et une bonne réputation peuvent créer un vrai cercle vertueux pour le business local. Bel exemple de la force de l'ancrage local. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on a vu à travers ces sources, il faut sécuriser sa fiche Google, bien utiliser les réseaux sociaux en adaptant le message, investir dans le branding physique pour être vu, camions, panneaux, encourager le parrainage, cibler le courrier postal sur les pros et s'impliquer dans la ville locale. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et la grande conclusion qui ressort, elle est claire. Pour qu'une entreprise de service local réussisse sur la durée aujourd'hui, ça repose rarement sur une seule action magique. C'est la combinaison, la synergie entre la visibilité digitale, une fiche Google nickel, des réseaux sociaux pertinents, des avis réels, et une présence physique forte qu'on reconnaît, les véhicules, les panneaux. Digital et physique main dans la main. Exactement. Et ces deux piliers sont renforcés par le bouche à oreille, qu'on peut stimuler, et par une vraie intégration dans la communauté. C'est l'orchestration de tout ça qui mène à une croissance solide, d'après les expériences analysées. Merci pour cette exploration. Le but, c'est toujours de donner accès rapidement à des infos clés, des stratégies qui ont fait leurs preuves et qui peuvent vraiment aider une activité locale. Et peut-être juste pour finir, une petite réflexion qui va un peu plus loin. C'est quoi la place de l'authenticité dans tout ça? On a parlé de plein de techniques pour construire une image, une réputation, mais à notre époque où parfois la frontière entre le vrai et le faux est un peu floue, on pense aux faux avis par exemple, comment on s'assure que la réputation qu'on construit en ligne comme sur le terrain, elle reflète vraiment la qualité du service, l'intégrité de l'entreprise? Comment on crée une confiance qui soit profonde, durable, avec les gens localement, au-delà des techniques marketing? C'est une question de fond, je pense, pour construire sur le long terme. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.